Bien, je salue avec plaisir toute l'équipe du BASR et également les autres soignants palestiniens. Et je voudrais aussi que vous transmettiez à ceux d'entre vous qui sont malades mes vœux de bon rétablissement. Alors, cette fois-ci, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler du complexe d'Œdipe ou conflit oedipien. Rappelez-vous, dans la première vidéo, celle du 25 octobre, en évoquant l'importance de l'inconscient, j'avais déjà évoqué deux vignettes qui étaient oedipiennes. La première, c'était l'histoire d'un homme de 30 ans qui va à un rendez-vous avec des attentes amoureuses et il apprend que la femme qu'il va rencontrer est mariée et il développe une espèce une simili-crise cardiaque. Je vous renvoie à la première vidéo. Et le deuxième exemple que je vous avais donné, c'était le fantasme inconscient découvert dans l'analyse d'un homme de 40 ans. Il était le frère aîné d'une triade. Après lui, il y avait un frère, et puis la cadette, c'était une sœur. Il avait bien admis que son frère cadet était le fruit de l'union de son père avec sa mère, mais dans son analyse, on a découvert un fantasme inconscient, comme quoi sa petite sœur était le fruit de l'union de lui-même avec sa mère. Il avait en quelque sorte pris une revanche oedipienne contre son père. Avant de commencer, je vais vous donner un troisième exemple. Je vais vous donner un exemple qui se trouve dans une sourate du Coran. Je ne connais pas le Coran vraiment et j'espère que je vais raconter la sourate convenablement, mais la voici. Joseph, le fils de Jacob, a envie de coucher avec l'épouse de son maître, qui est Putiphar l'Égyptien. Mais à ce moment-là, apparaît l'image du père de Joseph, donc de Jacob, et Joseph aussitôt renonce à satisfaire ses désirs. Donc vous voyez, dans cet exemple de la sourate également, il y a un troisième personnage, un tiers, qui est interdicteur. Alors, quelques mots historiques, quelques mots un peu théoriques. En fait, Freud a découvert, je montre les dates en anglais pour vous faciliter les choses, Freud a découvert le complexe d'Œdipe en 1897. Il avait 41 ans, il était né en 1856. Et en 1896 est mort son père, et Freud se sentait déprimé, inhibé, et alors il a fait quelque chose d'excessivement important dans l'histoire de la psychologie. Il a développé son auto-analyse, donc en 1896, à 40 ans, et dans l'année suivante, 1897, il a découvert le complexe d'Œdipe. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a découvert? Mais il s'est rendu compte de ce que, dans son enfance, il avait été très amoureux de sa mère et qu'il avait eu des désirs d'écarter, voire d'éliminer son père. En même temps, Freud analysait des patients et des patientes. Il retrouvait les mêmes conflits, les mêmes complexes chez ses patients et également chez les patientes. Par exemple, il avait en analyse une domestique qui rêvait que sa patronne allait mourir et qu'ainsi elle pourrait épouser le patron. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que découvre Freud? C'est le fait que le petit, ça se passe entre 3 et 5 ans, le petit garçon désire sa mère et il veut écarter son père, et la petite fille désire son père et veut éliminer sa mère. C'est ce qu'on appelle, ce n'est pas l'Œdipe total, c'est une partie de l'Œdipe qu'on appelle l'Œdipe positif ou bienŒdipe direct. Et en deux mots, je vous dirais que Freud, par l'intermédiaire du père, a analysé un enfant de 5 ans qui s'appelle le petit Hans. Et en fait, le souci de Freud, c'était d'aller voir chez les enfants, si chez les enfants, on retrouvait son hypothèse d'un complexe d'Œdipe, ce qui a pu se vérifier dans le travail avec le père de l'enfant. Beaucoup plus tard, Freud a accru sa connaissance de l'Œdipe. Il a découvert un autre versant, qui est l'Œdipe négatif ou l'Œdipe inversé. C'est-à-dire qu'ici, le petit garçon désire son père et il est en rivalité avec sa mère. Et pour la petite fille, c'est l'inverse. La petite fille désire sa mère et elle est en rivalité avec le père pour avoir la mère. Donc en fait, ce qui est très très important dans le psychisme humain, c'est qu'il existe en fait une bisexualité psychique. Il y a unŒdipe positif, mais il y a aussi unŒdipe négatif. Et au cours de l'enfance et également à l'adolescence, il y a des identifications qui peuvent être masculines, paternelles et féminines, maternelles.
À l'adolescence s'opère alors un choix identificatoire inconscient, et le plus souvent, l'adolescent va s'identifier aux parents de même sexe. Mais pas toujours, parfois c'est l'inverse, et c'est ce qui peut expliquer l'homosexualité. Je vais vous donner un exemple d'identification oedipienne. Je vais le reprendre assez rapidement parce que je l'avais évoqué la fois passée, mais c'est une belle illustration quand même de ce que je suis occupé à vous expliquer. J'ai eu en analyse un adulte qui était devenu médecin et il a découvert dans l'analyse les racines de sa vocation médicale. Comme enfant, il avait un oncle maternel, je l'ai dit la fois passée, un oncle maternel qui était extrêmement complice de sa mère, et l'enfant était très intrigué par cette connivence, par cette complicité étroite entre sa mère et le frère de la mère. Il a été très impressionné par l'oncle maternel, oncle qui était médecin. Et d'autre part, à l'adolescence, ce patient avait 12 ans et il était amoureux et il avait des désirs érotiques envers une amie de sa mère d'environ 40 ans. Et cette amie était venue loger dans la maison tout en haut. Et ce jeune adolescent, donc 12 ans, avait le désir conscient d'aller la rejoindre dans sa chambre en haut, ce qu'il ne faisait pas, bien entendu. Et alors un soir, l'amie est tombée malade, elle a fait de la fièvre, on a appelé un médecin, et le médecin, lui, a pu monter dans la chambre en haut pour soigner cette dame désirée par l'adolescent. Celui-ci a de nouveau été très très impressionné, et on a pu comprendre, on a pu donner du sens dans l'analyse à sa vocation de médecin, tant l'identification à son oncle médecin dans l'enfance, que l'identification oedipienne à ce médecin qui va rejoindre l'ami de la mère désirée avait été déterminant. Mais je vous ai raconté ça la fois passée. Je vais retourner chez l'enfant. Nous allons commencer par l'enfant. Et je vais vous montrer quelques petites histoires qui peuvent faire sourire, qui peuvent paraître charmantes, mais je rappelle ce que j'ai dit la fois passée, c'est que quand même, il est vraisemblable, comme dit Charles Brenner, un analyste américain, que le conflit oedipien, c'est le conflit amoureux le plus douloureux de toute l'existence, mais on l'a oublié, en fait, on l'a refoulé. Enfin, quelques petites histoires infantines qui vont sans doute vous faire sourire. Revenons au petit Hans. Le petit Hans, patient de Freud, petit garçon de 5 ans, qui était amoureux de sa mère et qui voulait éliminer son père. Eh bien, les petits-enfants, dans leur fantasme ou dans leur imagination, sont parfois excessivement ingénieux. Il avait trouvé une solution qui, malheureusement pour lui, n'a pas été appliquée. La solution, c'était qu'on pourrait peut-être donner la grand-mère au père et que comme ça, lui, il pourrait disposer de la mère. Ça donnera peut-être des idées à certains de vos enfants. Une autre solution, un deuxième exemple, c'est une petite fille de 5 ans et qui avait trouvé, elle, une autre solution. Avec dans leur plus du compromis et du partage. Mais vous voyez, les enfants sont des bricoleurs et ils trouvent des solutions à leurs problématiques oedipiennes. Cette petite fille de 5 ans, eh bien, elle a dit, eh bien, plus tard, je vais avoir le même prénom que ma maman, comme ça, mon papa, il aura 2 amoureuses. Bon, on partageait, mais enfin, quand même, il y avait un accès à l'objet d'amour oedipien. Enfin, une troisième, pour terminer, de parler de l'Oedipe du petit enfant, une histoire que m'a raconté, dont s'est souvenu un patient adulte en thérapie. Il se souvient d'un épisode qu'il avait fort marqué quand il avait eu 5 ans. Il avait 5 ans, il était au bord d'un lac avec son papa et sa maman, il y avait une barquette, et il avait eu l'idée de monter dans la barquette avec sa maman, de ramer, lui, et de laisser le papa sur le rivage, de ramer tout seul en entraînant sa maman sur la barque. Son papa n'a pas été d'accord, trouvait que ça n'était pas raisonnable, et le patient adulte se souvient que dans l'enfance, il a eu une rage terrible à ce moment-là et qu'il avait le fantasme conscient de prendre la rame du bateau et de la fracasser sur le crâne de son père. Donc vous voyez que dans tous ces cas, il y a un désir de l'enfant, un désir érotico-amoureux de se retrouver à 2. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un troisième personnage qui vient perturber l'histoire. Il y a un rival, il y a un tiers qui est vraiment très embêtant, dont on a envie de se débarrasser. Alors, tout ça influe le comportement de l'enfant oedipien, évidemment. Il ne supporte pas d'être exclu du couple parental. Par exemple, il va essayer de faire alliance avec un des 2 parents contre l'autre. Il va exploiter les moindres différends, les moindres discordes entre les parents. Il va essayer de se mettre dans le
camp d'un parent contre l'autre. Il va empêcher ses parents d'aller dormir. Il va être suffisamment difficile, suffisamment embêtant pour que les parents doivent beaucoup s'occuper de lui. Et puis il arrive aussi que la nuit, tout à coup, on retrouve l'enfant dans le lit de ses parents, et de préférence, comme par hasard, entre les deux parents. Alors, je voudrais vous dire maintenant que la crise oedipienne, elle se produit dans l'existence essentiellement à deux moments. Nous allons voir que l'Oedipe peut être réveillé à différents âges de la vie, même toute la vie, mais en fait, l'essentiel de la crise oedipienne floride, ça se passe à deux moments. Je l'ai dit, dans l'enfance, entre 3 et 5 ans, et puis c'est réveillé à l'adolescence. Mais donc le conflit oedipien peut quand même être réveillé à d'autres âges, à d'autres moments. Alors, l'enfance, j'en ai parlé. Avant d'aborder l'adolescence, je dois quand même parler de la période de latence. Parce qu'on considère d'habitude, très vite, la période de latence, donc entre 5 ans et la puberté et l'adolescence, on considère très souvent, mais tout à fait à tort, que la période de latence est une période excessivement calme où il ne se passe rien du tout. Mais ça, c'est faux, c'est totalement faux pour un psychologue ou pour un psychanalyste. C'est totalement faux parce que la période de latence est une période excessivement importante. D'une part, il y a certains refoulements des désirs oedipiens, mais ce qui est très important, c'est que pendant la latence se tisse ce que, dans leur jargon, les psychanalystes appellent la névrose infantile. Qu'est-ce que c'est que ça, la névrose infantile? Eh bien, c'est le fait que l'enfant va pouvoir construire, va développer toute une série plus ou moins riche de fantasmes, d'histoires, de scénarios, de cinéma, si vous voulez, de films, qui sont inconscients et qui représentent les 36 variations d'histoire oedipienne avec des solutions, etc. Et ce qui est très important, c'est que ce tissu, c'est vraiment un tissu fantasmatique qui est inconscient. Il lie l'excitation érotique oedipienne. Ça, c'est très important. Par exemple, le roman familial, l'enfant qui imagine qu'il est issu d'autres parents, ou il imagine des histoires abracadabrantes au sujet de sa généalogie, ça fait partie de ce tissu plus ou moins riche de névrose infantile, et c'est excessivement important. Alors, je voudrais faire une petite digression, plus de sociologie ou sur la civilisation. Je ne sais pas très bien comment c'est chez vous, évidemment, en Palestine, je ne sais pas assez, mais je peux vous dire que pour le moment, dans notre civilisation occidentale, les États-Unis, l'Europe occidentale, la latence est quand même un peu en problème, est un peu en crise à cause de notre type de civilisation. Je vais expliquer ça excessivement brièvement, mais il y a de longues études là-dessus. En fait, tout ce travail de tissage de la névrose infantile dont va dépendre la façon dont se déroule l'adolescence, ça nécessite beaucoup de calme et ça prend du temps, ça prend un temps long. Or, dans notre civilisation occidentale actuelle, qu'on appelle d'ailleurs société et civilisation hyper moderne, on remarque énormément d'agitation, énormément de stimuli, trop de stimuli. Pensez à la télévision, pensez à tous les écrans, pensez à la publicité dégoulinante partout, pensez aux écrans sociaux qui vous bombardent de tous les côtés. Les enfants latentiels sont vraiment surstimulés et ils sont confrontés, même aussi, ça n'est pas rare, à des scènes pornographiques ou bien à la sexualité des adultes. Et vous voyez qu'on est loin de l'idéal d'une latence qui peut se déployer lentement, paisiblement, dans un certain calme. Un psychanalyste, pour résumer ça, un psychanalyste français éminent, qui est décédé maintenant, qui s'appelle André Gide, disait de façon très lapidaire, trop de sexualité, cela tue la psychosexualité. Alors, j'ai dit quelques mots sur la latence, très brièvement, mais donc c'est une période extraordinairement importante, et j'en viens à l'adolescence. Alors, vous savez que là, il y a la puberté, le réveil des pulsions sexuelles, et le réveil de tout ce conflit oedipien, avec un désir féroce pour un des deux parents, et le désir d'éliminer l'autre. Et tout cela, ce réveil de ce conflit, suscite beaucoup d'angoisse et tout un tumulte intérieur, parce qu'il y a déjà le fait que l'adolescent, maintenant, au niveau sexuel, il est mature, il a la force physique et la capacité sexuelle de réaliser son désir. Donc c'est plus un petit enfant impuissant qui peut rêver, qui peut fantasmer, mais qui est tout de même impuissant. Donc ça plonge l'adolescent dans un tumulte psychique, dans une angoisse très importante.
Et il y a des situations qui ne sont pas rares où on voit que la, la réponse des parents vient compliquer la problématique adolescentaire, la problématique de l'adolescent. Parce que ce qui est compliqué, c'est que l'Oedipe de l'adolescent peut réveiller l'Oedipe chez les parents. Et tout le monde connaît, par exemple, je vais donner quelques exemples critiques, c'est très fréquent, des conflits vraiment féroces entre une maman et sa fille adolescente, parce que la fille adolescente veut sortir, parce qu'elle veut sortir, selon la maman, trop tôt avec des garçons, parce qu'elle veut mettre des souliers à haut talons, j'ai eu ça avec des patientes, parce que l'adolescente veut se maquiller, parce qu'elle veut mettre des vêtements trop sexy, et ça éveille des conflits féroces avec la mère. Bien sûr, en surface, il y a une espèce de morale de répression sexuelle, mais aussi un conflit qui est séduisant, qui est plus séduisant, la mère ou la fille. Ça se voit parfois très clairement. Un autre cas de figure qui n'est pas rare, c'est le fait que quand un père a une fille adolescente ou grande adolescente dans les cas que j'ai vus, eh bien, il lui arrive à ce moment-là de prendre une maîtresse. Il prend une maîtresse beaucoup plus jeune que lui. Et j'ai connu des cas où, quand la fille était vraiment une grande adolescence, le père avait une aventure avec une jeune femme, une jeune fille plutôt, de l'âge de sa propre fille. Donc vous voyez que l'Oedipe de l'adolescent est très fort compliqué par le fait que peut se réveiller l'Oedipe pas bien résolu des parents et ça enflamme tout. Alors, je reviens quand même un peu en arrière. Globalement, la façon dont l'adolescent va résoudre sa crise oedipienne, ça dépend, c'est très important, je sais, ça dépend de la richesse et de la qualité de sa névrose infantile. Est-ce qu'elle va tenir? C'est-à-dire, est-ce que le tissu de fantasmes inconscients développé durant la latence sera suffisamment riche pour que l'adolescence ne provoque pas une déliaison et une rupture des liens psychiques. C'est ainsi que, notamment dans notre société hypermoderne, on voit quand même de plus en plus de latence où la névrose infantile est pauvre et lacunaire pour les raisons que j'ai citées tantôt, excès de stimuli, confrontation avec des scènes pornographiques, avec la sexualité adulte, etc. Et ça peut entraîner alors un passage adolescentaire qui est vraiment difficile, avec beaucoup d'angoisse, avec des passages à l'acte, avec de la violence, avec des tentatives de suicide, etc., etc. Alors que si la latence a pu se déployer de façon riche dans le calme, avec une élaboration très riche de fantasmes, c'est très important, les fantasmes, des fantasmes qui sont inconscients, l'adolescent va résoudre son Oedipe quand même de façon moins tumultueuse, plus calme, et on aboutira à une espèce de deuil, un renoncement au vœu oedipien. Il va accepter d'avoir perdu le combat oedipien. Donc idéalement, on en arrive à une situation où l'enfant fait un deuil, il renonce à un deuil, c'est-à-dire qu'il renonce à ses désirs oedipiens, et il continue à aimer ses deux parents, mais d'un amour qui est désexualisé, c'est une affection pour ses parents. Alors maintenant, je vais en arriver à ce qui peut se produire chez l'adulte. En fait, je ne vais pas parler de névrose. Dans le temps, les psys parlaient de névrose comme dans une façon un peu médicale et psychiatrique, comme si une névrose était une maladie. On aurait une névrose comme on aurait une méningite ou une pneumonie. Je crois qu'il faut avoir une vision psychologique beaucoup plus souple. Je parlerais plutôt de fonctionnement névrotique ou de mode de fonctionnement névrotique. Il y a des adultes qui ont des conflits névrotiques et qui donc ont un fonctionnement névrotique, et c'est de ça que je vais parler. Mais vous, ça peut être, on peut appeler ça une névrose si vous voulez vraiment. Ce qui se passe, c'est que si le conflit oedipien n'a pas été bien résolu, eh bien il persiste dans l'inconscient chez l'adulte ce qu'on appelle des illusions oedipiennes. Ça a été bien étudié par les anglo-saxons, Oedipal illusions, des illusions oedipiennes inconscientes, et l'adulte reste coincé, il est accroché, il n'est pas sorti de son conflit oedipien. Dans l'inconscient, le conflit oedipien est toujours flambant. Ça entraîne des symptômes que je vais détailler un peu plus loin. Ça entraîne une angoisse de castration. Enfin, Freud a parlé de l'angoisse de castration. On peut dire de façon plus large la peur d'une punition par le rival, la peur du policier, la peur du gendarme, la peur de la sanction pour les désirs oedipiens.
Aussi la peur de la rivalité, la peur du conflit oedipien, parce que si ce conflit oedipien est mis à jour, bien le rival va punir et va castrer le criminel oedipien. Aussi de la culpabilité, parce que je vous ai dit la fois passée que les interdits parentaux s'internalisaient, s'intériorisaient dans la psyché de l'enfant et de l'adolescent. C'est le développement du surmoi. Donc, chaque individu a un surmoi, une espèce de juge, j'ai parlé de ça la fois passée, un juge, un censeur, et le surmoi condamne les vœux oedipiens, et cela explique l'éclosion de sentiments de culpabilité inconsciente. Donc vous voyez que chaque fois, les relations amoureuses à deux sont difficiles, parce que dans l'inconscient, il y a toujours un troisième personnage, un interdicteur, un rival qui risque de surgir. Alors, je reviens un petit peu de façon plus symptomatique pour vous décrire le comportement de ces gens qui ont une organisation ou un mode de fonctionnement névrotique. Je reviens un peu sur les symptômes et leurs conséquences. Je vous ai dit, il y avait la culpabilité et il y avait l'angoisse de castration. Bien, la culpabilité et l'angoisse de castration peuvent entraîner des conduites qui sont assez typiques, des conduites d'autopunition, par exemple, pour se soulager de la culpabilité. On peut s'arranger pour se punir ou se faire punir. Ou bien l'angoisse de castration, elle amène, et c'est très typique, l'évitement des conflits, la peur des conflits, et une grande inhibition. Une inhibition surtout dans le domaine professionnel et dans le domaine amoureux. Vous allez voir l'inhibition dans le domaine amoureux, dans les vignettes cliniques que je vais apporter plus loin. Et l'inhibition professionnelle, eh bien, vous avez par exemple des gens brillants et très capables, mais qui à un certain moment refusent une promotion par peur du conflit ou par culpabilité. Donc, autopunition, autocastration aussi. Je vais donner un exemple. Un jeune homme joue au tennis avec son père. Je ne sais pas si chez vous, on joue beaucoup au tennis, mais en fait, c'est un sport qui est pratiqué par certains chez nous. Et un jeune homme joue au tennis avec son père, et le père a toujours gagné. Il était le plus fort. Et puis quand le jeune homme a 15 ans, au cours d'une partie, le jeune homme se développe, bien sûr, évidemment, il devient de plus en plus musclé et fort. Le jeune homme a 15 ans, et lors d'une partie de tennis, il se rend compte que pour la première fois, il va finir par gagner la partie. Il est occupé à devenir le plus fort et il va remporter la victoire. Et quand il s'en rend compte, curieusement, il se met à vraiment très mal jouer et il perd la partie. Vous voyez des gens qui sont en mesure d'avoir un succès, de gagner quelque chose, d'avoir une promotion et qui se sabotent, qui se sacrifient et qui finissent par perdre. Ce n'est pas toujours l'explication. Mais très souvent, on peut se demander s'il n'y a pas en dessous une culpabilité liée à la rivalité oedipienne et que le sujet doit se castrer, soit pour éviter une punition, soit pour se soulager de culpabilité, soit aussi pour se soulager de la culpabilité de triompher sur l'autre. Donc vous voyez toujours des échecs, des autosabotages, des autopunitions, c'est extrêmement important. Alors, je vais terminer par 4 vignettes cliniques. Parce que je voudrais vous montrer que l'Oedipe peut se réveiller à tous les âges de la vie. Je vous l'ai dit tantôt, je vais l'illustrer maintenant. Et l'Oedipe, à l'enfance et à l'adolescence, l'Oedipe tout court, il dépend très fort de la configuration familiale, bien sûr, en fait aussi de l'Oedipe des parents, et il dépend très fort également des traumatismes qui peuvent être survenus dans l'histoire du sujet. Imaginez l'importance, je ne sais pas moi, la mort d'un frère, la mort d'une sœur, la mort d'un des parents, une maladie grave dans la famille, le divorce des parents, notamment le divorce des parents au moment de l'adolescence. C'est évidemment très, très traumatique. Avant de vous donner ces 4 dernières vignettes qui vont clôturer mon exposé, je voudrais rappeler un fait très, très important, que vous devez bien avoir en tête. C'est que face aux désirs oedipiens et aux attaques, on pourrait dire oedipiennes, chez le petit enfant, ça peut être des attaques oedipiennes, attaques éventuellement fantasmatiques, mais parfois attaques réelles, face aux désirs oedipiens et aux attaques oedipiennes des enfants ou des adolescents, le couple parental, il doit survivre. Il doit survivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit rester un couple parental. Il ne survit pas, par exemple, si un des parents, en raison d'une problématique oedipienne personnelle qui n'est pas résolue, ne fait pas couple avec l'autre parent, et s'il établit une complicité, une préférence avec un des enfants. C'est ça qui, évidemment, donne lieu
à la persistance de ces illusions oedipiennes. Dans ces cas-là, il n'y a pas de deuil oedipien, il n'y a pas de renoncement oedipien, et le sujet reste coincé dans un fonctionnement et dans une organisation névrotique. Comme je vous l'ai dit, je vais terminer mon exposé pour être un peu moins théorique. Je vais terminer mon exposé par 4 vignettes cliniques à tous les âges. Et je me répète, je vous demande, vous, auditeurs, à faire très attention dans chaque vignette, à être bien sensible à l'histoire de la famille, je vais la signaler, être très sensible à l'histoire de la famille et à l'existence de traumatismes dans cette histoire. Et d'autre part aussi, à vous poser la question de comment est la configuration oedipienne du couple parental. J'ai pris 4 histoires où les éléments familiaux sont bien mis en avant pour que vous puissiez réfléchir à ces aspects du problème. Mon premier cas, c'est celui d'une jeune fille de 20 ans. Et en fait, elle me consulte, je l'ai prise en thérapie, elle me consulte pour une angoisse terrible, mais vraiment une angoisse insupportable. Elle arrive à travailler, ça va, mais toute sa vie hors travail est totalement sabotée, parasitée par une angoisse effroyable. Alors, son histoire, c'est que tout semble s'être déclenché à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, elle est devenue très, très angoissée, une angoisse insupportable. Et cette jeune fille de 15 ans était réglée, elle était pubère, elle était réglée, et à 15 ans, en même temps que son angoisse, on a perçu il s'est produit un arrêt des règles. Elle n'était plus réglée. Alors, bon, quand on se penche sur la famille, on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé. Cette jeune fille était adorée, déifiée, adorée par son père. Elle avait une complicité extraordinaire avec son père. Elle était même partie en vacances avec lui. Donc le père avait une préférence manifeste et un amour intense pour cette jeune fille. Et quand la jeune fille avait 15 ans, la mère, qui était assez fragile psychiquement, a fait un breakdown psychique, donc un effondrement psychique. Et la maman a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique lors des 15 ans. Et toute la symptomatologie de cette jeune fille est apparue à ce moment-là, une angoisse terrible et un arrêt des règles comme une espèce d'interdit de la sexualité ou une autopunition sur la sexualité. Vous voyez les répercussions somatiques de conflits inconscients. Alors, dans la psychothérapie, je ne vais pas raconter toute la psychothérapie, ce serait beaucoup trop long, mais on a bien sûr mis à jour le fait que l'attitude, disons, quasi incestueuse du père avait entraîné chez la jeune fille des illusions oedipiennes très importantes. Et alors, le breakdown psychique de la mère, ça avait suscité une culpabilité oedipienne terrible, comme si elle avait été responsable de cet effondrement. En thérapie, on a pu analyser alors progressivement l'impact de ce traumatisme et l'intensité de toute cette culpabilité oedipienne. Et je me souviens très bien, elle avait 3 séances par semaine. Et à sa première séance de la semaine, un lundi, elle est venue me dire « J'ai quelque chose à vous annoncer ». Et j'ai tout de suite deviné ce qu'elle allait me dire « J'ai quelque chose à vous annoncer ». Et elle m'a dit, alors ce que j'avais imaginé, ce que j'attendais, elle m'a dit, parce qu'elle allait manifestement mieux, elle m'a dit « Mes règles sont réapparues ». Et j'étais très touché de la confiance qu'elle me faisait. Je l'ai vécu comme un cadeau. J'étais comme un personnage paternel, mais un personnage paternel protecteur et pas incestueux. Elle m'avait en confiance et elle me confiait que ses règles étaient revenues. J'ai été très, très touché. Vous voyez aussi la communication d'inconscient à inconscient. J'avais deviné, évidemment, ce qu'elle allait me dire. Une autre situation, c'est celle d'un jeune homme de 25 ans. Alors, ce garçon-là, il est tout à fait inhibé. C'est aussi une problématique oedipienne floride. Il est tout à fait inhibé. Il n'a jamais eu de rapport sexuel. Parfois, il tombe amoureux d'une jeune fille. Et puis, il est complètement inhibé, paralysé. Et jamais rien ne se concrétise. Et c'est pour ça qu'il vient me consulter. Alors, quand on jette un regard sur, quand il décrit un peu sa famille, on est quand même très frappé. D'abord, c'est un enfant unique. Et dans mon expérience, à condition que les conditions préalables, les conditions de base, la toute petite enfance aient été satisfaisantes et que d'autres problèmes psychiques plus graves ne se soient pas développés, les enfants uniques sont assez confrontés à des difficultés oedipiennes parce qu'ils sont tout seuls entre leurs 2 parents. Quand il y a des frères et des sœurs, ça diffracte un peu le problème.
C'était un enfant unique et il avait été adoré, idolâtré par sa mère, cette fois-ci. Il était vraiment le dieu de la mer. Et il explique d'ailleurs que la famille vivait dans un petit appartement et que littéralement tous les murs de l'appartement étaient tapissés de photos de lui à tous les âges. Bébé, petit enfant, grand enfant, adolescent. Enfin, ce patient avait sa photo sur tous les murs de l'appartement. Et il était le dieu de sa maman. Quant au papa, bien le père, c'était un monsieur très, très modeste, très effacé. Et la mère soulignait souvent devant le fils, donc elle soulignait la faiblesse du père, les échecs sociaux, les échecs scolaires, les échecs professionnels du père, qui était donc un monsieur très effacé. Et vous comprenez bien que dans une telle situation, ce patient, il n'a pas pu développer une identification forte, consolidante, une identification à un père viril et à un père qui a de la personnalité. Et il est resté accroché dans des illusions oedipiennes, étant le chéri, le chouchou, le dieu de cette mère castratrice, avec des vécus inconscients d'imposture, évidemment, imposture oedipienne, comme s'il avait quand même conscience de bénéficier d'une place qui n'était pas méritée, une place à laquelle il n'avait pas droit, puisqu'il était le chouchou quasi incestueux de la mère, mais qui avait quand même un père, et que c'était le père qui était éjecté de sa place légitime. Et ce garçon avait une énorme angoisse de punition, une angoisse de castration, et aussi une culpabilité oedipienne. Encore une fois, nous n'avons pas du tout le temps pour développer tous les éléments de la thérapie, mais je vais vous montrer un élément typique de la névrose de transfert. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la névrose de transfert, c'est-à-dire, j'ai dit que, en empruntant un peu les mots de Freud, que l'analyse visait à ce que le patient déploie sur la personne de l'analyste la même maladie, enfin entre guillemets, la même maladie relationnelle que ce qu'il avait déployé avec ses parents, son frère, sa sœur, etc. Je vous ai donné des exemples la fois passée. Eh bien, exemple de névrose de transfert avec ce patient, il est dans mon bureau à sa séance, il entend des bruits dans la pièce voisine et fantasme, immédiatement, il imagine que c'est ma femme. Et puis il m'exprime le fantasme avec beaucoup de culpabilité, vient quand même à sa conscience, le fantasme me dit bien qu'il aimerait bien aller dans la pièce d'à côté, rejoindre ma femme. Il me dit ça avec beaucoup de culpabilité, et la nuit, il a une séance le lendemain, mais pendant la nuit, il a eu un cauchemar, et il me raconte le cauchemar, et c'est pas rare dans le matériel des analystes. Le cauchemar, c'est qu'il vient à sa séance, il m'attend dans la salle d'attente, et dans la salle d'attente, il découvre avec horreur qu'il y a un bras coupé et du sang. Donc, vous voyez bien que c'est un fantasme de castration, de punition, comme il a osé exprimer des fantasmes de désir érotique envers ce qui suppose être la femme de l'analyste, ce n'était même pas ma femme qui faisait du bruit. Il a exprimé des fantasmes de désir oedipien envers la femme de l'analyste. Cauchemar, il subit une castration, une punition, et ma salle d'attente est pleine de sang avec un bras coupé. Troisième exemple, c'est donc l'avant-dernier, une femme de 35 ans. Cette femme de 35 ans, elle me consulte parce qu'elle a une jalousie apparemment inappropriée dans le couple. Elle s'en rend compte elle-même que sa jalousie n'est pas justifiée, mais elle est très jalouse, et cette femme a des problèmes oedipiens importants. Et encore une fois, la famille, ce qu'elle raconte de la famille va être très révélateur. C'est de nouveau une enfant unique. Elle était adorée par son père. Le père faisait ses devoirs avec elle. Toute la scolarité, c'est le père qui s'en est occupé étroitement avec sa fille adorée. Et il est même arrivé qu'elle parte en vacances une fois seule avec son père, sans la mère. Alors, la mère, d'après ce que j'ai pu percevoir, je pourrais la caractériser comme étant, je dirais, la mère, hein, une petite fille elle-même, une petite fille oedipienne très jalouse. Elle était par exemple terrible, elle avait des crises de jalousie face à la complicité du père et de la gamine lorsque le père s'occupait des devoirs. Et vous comprenez très bien que cette mère elle-même n'avait pas du tout résolu ses conflits oedipiens et que sa jalousie envers sa fille donnait une matérialité au fantasme de triomphe oedipien de ma patiente. Hein, le comportement de la mère venait confirmer ma patiente dans ses illusions de victoire oedipienne. Elle avait des illusions oedipiennes. Alors, elle a été en analyse pendant quelques années, et je vais de nouveau, comme dans la
vidéo numéro 1, j'avais parlé de la névrose de transfert. Je vais de nouveau vous donner un exemple de névrose de transfert. Au bout de plusieurs mois d'analyse, on pouvait s'y attendre, elle tombe amoureuse de moi. Et elle finit par avouer dans les séances cet amour, et il est évident que c'est un amour transférentiel. Je représente le père, je suis une image paternelle, et elle est amoureuse de moi comme elle a été amoureuse de son père. Alors, vous allez voir, elle développe une culpabilité oedipienne et une angoisse de castration et de punition. Par exemple, à partir du moment où elle se rend compte qu'elle est amoureuse de moi, elle devient très mal à l'aise, elle se sent coupable, elle est angoissée. Elle dit qu'elle doit arrêter cette analyse, qu'elle ne mérite pas de faire une analyse, qu'elle n'est pas capable de le faire. Vous voyez l'autopunition et l'autocastration. Là, elle veut arrêter son analyse, qu'heureusement, elle n'a pas arrêté. Et alors, elle a peur. Pendant la séance, elle a des craintes que ma femme, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, mais elle l'imagine avec peur que ma femme pourrait faire irruption pendant la séance et la mettre à la porte. Donc pour elle, si vous voulez, les séances sont devenues des équivalents de relations amoureuses avec moi, et elle craint littéralement, réellement, que ma femme ne surgisse dans le bureau et ne la flanque à la porte. Vous voyez vraiment les éléments oedipiens et l'angoisse de la rivalité dans une névrose, dans un conflit oedipien. Et cette patiente m'a aussi raconté un cauchemar très pénible, où il y avait une chirurgienne très sadique, très méchante, qui voulait lui enlever les ovaires. Alors tout le travail donc, a été d'analyser progressivement toute cette névrose de transfert, c'est-à-dire, je répète, le déplacement sur l'analyste de la conflictualité oedipienne, de l'amour oedipien sur le père, moi représentant le père dans l'analyse. Alors, j'espère ne pas vous avoir trop alourdi. Je vais terminer par une dernière vignette qui est assez intéressante, et puis je conclurai rapidement. La dernière vignette, elle est destinée à vous montrer que l'Oedipe, le conflit oedipien, peut se rencontrer à tous les âges. J'ai eu un patient qui, lorsqu'il a commencé sa thérapie, je ne sais plus, il avait 68 ou 69 ans, et il était venu en thérapie parce qu'il était déprimé, il avait dû céder sa société, c'était un indépendant, il devenait vieux, il avait dû céder sa société à son fils, 68 ans. Et il était déprimé, et on peut imaginer, je ne suis pas sûr, mais on peut imaginer qu'il y ait une dépression oedipienne, qu'il soit déprimé parce qu'il a dû perdre face à son fils, dans une rivalité père-fils. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On commence la thérapie à propos de la dépression de ce monsieur, puis ce monsieur, il a 70 ans, et comme beaucoup d'hommes âgés, il a un adénome prostatique. Si vous voulez traduire en anglais, c'est peut-être plus facile, hypertrophie prostatique. Mais cet adénome présentait des symptômes assez stables. Puis cet homme a 70 ans, et tout à coup, il commence à me raconter que sa nicturie, c'est-à-dire le fait de devoir se lever la nuit pour uriner, sa nicturie augmente nettement, il devient angoissé, il dit « ma prostate a augmenté de volume, il faut absolument qu'on m'enlève la prostate ». Il a une forte nicturie, il est angoissé, on doit enlever sa prostate. Et alors, bon, logiquement, il va consulter son urologue. L'urologue qui, quand on prend un peu de recul, peut être considéré comme une image paternelle bienveillante, rassurante, et l'urologue lui dit « mais écoutez, monsieur, votre prostate n'a absolument pas augmenté de volume, il n'y a aucune raison d'opérer, d'enlever cette prostate. » Et le patient se calme complètement, et à partir du moment où il a vu l'urologue, avec ce que l'urologue lui a dit, le patient n'a plus d'angoisse. Et puis, les séances de thérapie continuent, et on se demande, et à un certain moment, il comprend ce qui s'est passé. Il se dit, avec étonnement, il dit, mais au fond, j'ai 70 ans, et ce qui me trouble très fort, c'est que 70 ans, c'est l'âge du décès de mon père. Et on a pu comprendre qu'il avait une énorme culpabilité oedipienne, inconsciente, à la perspective de vivre plus longtemps que son père. Et dans cette culpabilité, cette angoisse avait probablement augmenté la nicturie, et le fait qu'il voulait absolument qu'on l'opère, qu'on lui enlève la prostate, ça montrait bien des conduites d'autopunition, d'autocastration face à sa culpabilité. Et l'urologue peut avoir représenté une image paternelle très bienveillante qui le rassure en disant qu'il ne va pas être castré, qu'on ne doit pas lui enlever sa prostate. Voilà, je vais arrêter ici.
J'espère que je n'ai pas été trop long et que les 2 vidéos vous ont intéressé. Je remercie Simon pour toutes les techniques qu'il m'a apportées et alors j'attends vos 6 questions par vidéo, 6 questions pour une vidéo rédigée en anglais par email et nous répondrons donc, je répondrai par une autre vidéo à chaque série de 6 questions. Je vous dis au revoir avec le désir de pouvoir vous retrouver un jour en Palestine.